Louis Dauphren, votre grand témoin ce matin est Michel Guéner, avocat. Il est notamment l'auteur d'un essai aux presses de la Cité, Après la mondialisation, le retour à la nation. Oui, avocat et essayiste, il était venu analyser les propos de Michel Barnier le 2 octobre. Son analyse est celle d'un connaisseur critique du milieu politique. Je précise qu'il s'était présenté à la primaire des Républicains en 2017 sous l'étiquette de Société civile 2017. Les Républicains n'avaient pas voulu valider sa candidature, mais c'est pour dire qu'il est impliqué dans ce milieu politique qu'il continue de suivre avec acuité. Bonjour Michel Guéner. Bonjour Louis. Deux discours d'une durée équivalente, à peu près 1h30. Le bénéfice de l'âge pour Michel Barnier comme pour François Bayrou. On reste un petit peu sur notre fin, j'allais dire, et la tonalité ce matin est quelque peu mitigée. Quelle est la vôtre ? Il est vrai que le discours de politique générale qu'a délivré François Bayrou hier nous laisse un peu incrédules. Je retiendrai tout d'abord les choses concrètes qu'il a pu dire dans un discours d'1h30 qui était plutôt général. La première chose concrète, c'est sur la réforme des retraites. Effectivement, comme l'a dit à l'instant Cécile, ce que souhaite François Bayrou, c'est demander à la Cour des comptes un état du financement de nos retraites et créer une délégation permanente à laquelle pourront se joindre les forces syndicales. Elles discuteront ensemble. S'il y a un compromis final, on remettra la réforme des retraites sur le tapis d'une réforme législative. Sinon, celle votée par le Parlement l'année dernière continuera de s'appliquer, ni plus ni moins. Deuxième chose concrète, sur la dette. François Bayrou propose la création d'un fonds spécial destiné à relancer des programmes d'action publique. Et ce fonds spécial serait doté de la vente de biens immobiliers de l'État. Et notamment pour, il cite, l'intelligence artificielle dans les services publics, que celle-ci puisse être soutenue par des investissements nouveaux. Et enfin, troisième chose concrète que je retiens, pour la vie de notre démocratie, François Bayrou s'affirme défenseur des partis politiques et des syndicats. Il souhaite, comme centriste, qu'il y ait la recherche d'une expression réelle de toutes les forces de l'opinion au sein du Parlement, propose la représentation proportionnelle et enfin conclut en disant qu'il faut une banque de la démocratie, c'est-à-dire que en pleine affaire Sarkozy, c'est d'une délicatesse que d'aucuns auront relevé. Il propose qu'il n'y ait plus de financement illicite des campagnes électorales, mais un financement de toutes les campagnes électorales ainsi que des partis politiques par une banque gérée par l'État et qui octroierait les prêts aux candidats comme aux partis pour exercer leur activité. Voilà les trois choses concrètes que je retiens, ni plus ni moins. Le reste, il y a, si j'ose dire, un fond d'écran macronien sur l'analyse géopolitique du monde. C'est-à-dire ? Il y a l'éveil des puissances dans le monde et que la seule façon d'y répondre à la Chine, aux États-Unis, à la Russie, qui sont brocardés selon la logorée macronienne habituelle de mauvais, de méchants, de diables, l'Europe, par laquelle il faut passer pour résister à ces blocs régionaux effectivement intimidants et effectivement auxquels il faut répondre, mais sans un mot, sur la réforme des institutions européennes, sans un mot. C'est ça que vous attendiez. Mais on attend surtout, cher Louis, jour après jour, mois après mois, un vrai langage de rupture. On ne peut pas, d'un Premier ministre à l'autre, on en a connu 4 l'année dernière. On commence avec M. Bayrou, qui a été nommé depuis 1 mois, et qui nous a fait un discours d'1h30, avec notamment les 3 choses concrètes que j'ai rappelées. Ce n'est pas ce qu'attendent les Français. Quand vous lisez les études ou les instituts de sondage, les Français mettent en avant 2 priorités. Le pouvoir d'achat et la sécurité. Mettent pas en avant la banque de la démocratie, mettent pas en avant la représentation proportionnelle. On a l'impression que Bayrou... Ça fait diversion pour vous ? Non, ça répond à quelque chose de profond en lui. Il attendait ce moment dans sa carrière pour exprimer ce à quoi il tenait depuis longtemps dans sa carrière, et il l'a exprimé ni plus ni moins. Quelle efficacité cela a aujourd'hui ? Je crois qu'elle est nulle, parce que nous sommes dans une situation qui n'a qu'une urgence, le vote d'un budget. Or, à la fin de l'heure 30 d'expression de François Bayrou, nous n'avions aucun élément tangible
sur la réalisation de ce budget pour l'année 2025. À votre avis, pourquoi a-t-il fait ce choix? Il a fait ce choix. Sa prise de parole là-dessus. Il a fait ce choix parce qu'il va faire du surplace, de la négociation, du centrisme ambiant pendant les semaines qui viennent. Il ne sera pas cassant. Il va essayer de créer des structures, des moyens d'expression regroupés des uns et des autres pour gagner du temps, pour arrondir les angles et pour ainsi durer le maximum de temps. Donc le sursis de 3 mois pour les retraites, c'est une bonne idée dans cette perspective-là. C'est une façon de repousser à la prochaine date sur le calendrier. Oui, mais... On se donne rendez-vous plus tard. Sans doute, mais on voit qu'on a des forces politiques qui sont quand même très tendues sur le sujet. Je ne vois pas que le process Cour des comptes, délégation permanente dont il a parlé, puisse ramollir les positions de l'FI, ni même celles du Rassemblement national. Et puis, je le répète, la priorité aujourd'hui pour les Français, c'est le pouvoir d'achat et la sécurité, c'est pas la réforme des retraites. La réforme des retraites vient en 5e position de l'attente des Français aujourd'hui. La réforme des retraites, c'est un sujet politicien dorénavant. Tout le monde sait qu'il faut travailler plus longtemps. Tout le monde sait que nous avons un nombre d'actifs insuffisant cotisants, en patronal comme en salarial, pour payer la retraite des Français. Les chiffres, on les connaît d'ailleurs. Il était étonnant que François Bayrou, dans un même temps, dise « je vais solliciter la Cour des comptes pour avoir une vérification des chiffres » et livre lui-même ces chiffres dans son discours, avec aplomb. Tout ça est connu. Ce que n'a pas Bayrou, c'est une majorité pour gouverner. Et ce qu'il essaye d'avoir, c'est l'érosion de tous les blocs d'opposition pour avoir une majorité empirique, tendancielle, d'équilibre. Et les réactions, Michel Guénère, à ce discours ne semblent pas acheminer le Premier ministre vers cette perspective-là, puisque les réactions à gauche sont extrêmement froides à son endroit. Alors, la gauche a tenté, notamment le Parti socialiste, d'obtenir une suspension de la réforme des retraites. Puis François Bayrou a mesuré que c'était impossible, mais c'est impossible économiquement. On ne peut pas à la fois constater une dette et prendre comme première mesure une mesure qui accroît cette dette. C'est invraisemblable. Et quand on mesure l'âge de départ à la retraite dans la plupart des pays européens, enfin dans les grands pays européens, on voit que nous sommes extrêmement en retard. Et un retard qui remonte, on le sait, à François Mitterrand, puisque lui, en janvier 1982, avait, d'un coup de stylo, fait passer l'âge de départ à la retraite des Français de 65 ans à 60 ans. C'était en 81, nous sommes en 2025, et nous ne sommes pas encore à avoir rattrapé les 5 ans perdus d'il y a quasiment un demi-siècle. Michel Guénère, sur cette question des retraites, on peut aussi faire la distinction public-privé ou pas? Oui, mais réellement, de se focaliser sur un âge réduit le débat. En réalité, s'il y avait à faire une révision à la marge de la nouvelle structure des retraites adoptée en 49.3 sous le mandat d'Elisabeth Borne, je pense que ce serait sur le périmètre des travaux difficiles ou pénibles. Je crois que ça a été bâclé à l'époque. C'est quelque chose qu'on voit remonter dans la presse, mais aussi chez les syndicats. C'est ça qu'il fallait faire. Mais revenir sur l'âge, alors qu'on est en plein débat de dettes à traiter, me paraît invraisemblable. Le chemin intellectuel qui conduit du fonds spécial destiné à financer l'intelligence artificielle, alors il y a plusieurs choses, la vente de l'immobilier pour arriver à l'intelligence artificielle, ça paraît complètement... Enfin, qui peut conseiller ça? Ce qu'a voulu dire François Bayrou, c'est qu'il faut que l'État relance des programmes d'investissement pour aider l'économie à repartir. Mais vous savez, c'est comme Barnier. Bayrou, Barnier, même trajectoire personnelle. Ce sont des garçons qui ont été, à moins de 25 ans, élus locaux. Et depuis, ils vivent d'élus locaux, de mandats d'élus locaux. Ils ont fait tous les mandats possibles, jusqu'à finir tous les 2 premiers ministres. Et ils ont une logique qui est que l'économie peut être portée par l'investissement public. Et donc, lui, il imagine que puisqu'il y a aujourd'hui une défaillance des investissements, on le voit
cruellement. Par exemple, dans un domaine dont il n'a pas beaucoup parlé hier, qui est celui du logement, sur lequel j'ai l'occasion de travailler professionnellement en ce moment, dans le domaine de l'énergie, on s'aperçoit que on a une faillite de construction de logements considérable. Bon, sur ce sujet comme sur d'autres, il n'y a pas de choses concrètes. Alors, lui, ce qu'il pense, c'est que si les communes, particulièrement, ou les départements à l'échelle d'offices départementaux d'HLM, investissent dans de nouveaux logements, voilà, on aura sans doute un réveil de l'économie. Mais l'économie, c'est pas l'investissement public. L'économie, c'est baisser les impôts sur les entreprises, attirer et garder les talents qui créent de la plus-value économique, ni plus ni moins. Dominique se rappelait, il y a 2 jours dans les Échos, que depuis 3 mois, on a perdu l'équivalent de 1000 milliards de dollars d'investissements courants en Europe qui sont partis vers les États-Unis. Pourquoi ? Parce que, notamment en France, on parle toujours d'un taux jusqu'à 37,5% pénalisant les entreprises. Il est actuellement de 15% aux États-Unis. Et avec Trump, dans une semaine, il va sans doute baisser à 10% avec des droits de douane qui nous seront imposés. Donc ça va s'accentuer. La véritable rupture que nous attendions, c'était celle du recours systématique à la dépense publique dans notre culture nationale et le fait que les entreprises sont prises en otage du financement de cette dépense publique. C'est ça qu'il faut. Mais évidemment, Avez-vous évalué, Michel Guenner, les économies que l'on pourrait faire en matière de dépenses publiques ? Écoutez, il a cité notamment un point qui a été évoqué plusieurs fois déjà avant lui, c'est l'existence de 1000 agences d'État qui évaluent, régulent, interviennent avec, à chaque fois, des corps de fonctionnaires attachés à leur service. Vous les connaissez bien, hein, l'agence de l'eau, de l'énergie, etc. Il y en a beaucoup. Enfin, il y en a qui sont indispensables, puisqu'on est passé d'un secteur, notamment dans l'énergie, souverain, géré par l'État directement, à un secteur régulé qui nécessite une agence de régulation. Donc il y a des agences qui sont indispensables. Mais il y a tellement d'organismes, à commencer par le commissariat au plan, qu'a géré M. François Bayrou il y a encore quelques jours. Il y a beaucoup d'économies à faire. Et puis, d'une manière générale, c'est la psychologie même des élus dans l'utilisation des deniers publics. On ne peut pas avoir une économie voulant affronter la rivalité des puissances du monde uniquement reposant sur l'investissement public, qu'il soit local ou national. C'est pourquoi la proposition de François Bayrou de créer un fonds spécial abondé de recettes de la vente de biens immobiliers de l'État m'apparaît quelque chose d'assez extraordinaire. En tout cas, extrêmement décalé par rapport à ce qui se passe aux États-Unis, ou ce qui se profile aux États-Unis avec Elon Musk, et puis ce ministère de l'efficacité. Et ce qui se profile, c'est quand même, à l'image aussi de l'Argentine, l'idée de thérapie de choc. Qu'est-ce que vous dites ? Vous connaissez bien l'Argentine. Qu'est-ce que vous dites sur ce type de thérapie ? Est-ce que la France a besoin de ça ? Est-ce que c'est vraiment efficace ? Est-ce qu'il n'y a pas non plus un peu de démagogie dans l'idée qu'on va tout résoudre du jour au lendemain ? Alors, la France ne sera jamais les États-Unis. Et ce que fait le président argentin n'est pas faisable en France d'un jour à l'autre. Parce qu'on a une histoire, des précautions nées de cette histoire, une vraie richesse de nuances dans notre façon d'agir, de parler et de penser. Il reste que, en France, on est à bout de souffle. Le système s'effondre. Alors, il est vrai que, à sa façon, Trump aux États-Unis, comme à sa façon, le nouveau président argentin, crée quelque chose qui est une voie alternative à la gestion précautionneuse, prudente, équilibrée, mais déclinante de la chose publique que l'on voit actuellement en Europe. Je pense qu'il faudra, pour la France, dans le registre équivalent, une rupture forte dans les mois et les années qui viennent, sans doute pour l'élection présidentielle de 2027, sans doute aussi. Nous le ferons dans le même esprit de rupture, mais avec notre culture, notre façon de parler et de penser. On n'a pas besoin d'être vulgaire pour être profond. On n'a pas besoin d'être grossier pour faire avancer les choses. On peut être cultivé et à la fois de culture de rupture.
Et il y a des forces politiques qui peuvent incarner cette rupture ? Aujourd'hui, aucune. Elles sont toutes dans le bain du débat politique ou parlementaire que nous connaissons. Et de ce point de vue, je crois que nous n'avons plus de classe politique disponible pour une telle rupture. Ma fille Marie m'a communiqué les résultats d'une enquête très intéressante, dont je pourrais vous donner les références, qui a analysé plusieurs millions de discours à l'Assemblée nationale et qui révèle qu'il y a depuis quelques années une chute de la qualité du discours. Les discours sont, à l'Assemblée nationale, de la part des députés, courts, régulièrement interrompus, s'inscrivant dans un registre émotionnel et, d'une manière générale, finalement, ne produisant rien d'autre que du déchirement et de la polarisation excessive. Eh bien, cette classe politique que l'on voit s'effondrer dans sa tenue au sein du débat de l'Assemblée nationale, elle ne peut pas avoir le registre de la rupture, parce qu'elle est elle-même engluée dans un système dont je rappelle qu'il est à bout de souffle. La rupture est possible, et on la fera en France, à la manière française, sans aucun complexe à l'égard des autres continents. Réponse rapide, Michel Guénert. Est-ce que la rupture peut venir de tiers, de personnes qui ne sont pas aujourd'hui dans le cénacle politique, très rapidement ? Je l'espère. Est-ce possible ? Je l'espère, évidemment. Est-ce possible ? On sait qu'il y a, des chasses gardées, des plafonds de verre, mais je crois que, pour le mot final, le monde de l'économie aujourd'hui est tellement en colère à l'égard du monde politique qu'il pourra peut-être demain proposer des moyens Merci. qui pourra Michel Guénert. répondre à la rupture actuelle.